Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus assister à ce talk. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous poser deux petites questions. Qui connaît Kali Linux ou ParrotOS? Ok, ouais, ça fait pas mal de monde. Et qui connaît Exegol? Beaucoup moins de mains levées. Du coup, on va se lancer un petit challenge. C'est que dans 25 minutes, à peu près à la fin de ce talk, la majorité d'entre vous, le but c'est de plus toucher à votre VM Kali et d'utiliser Exegol. Mais avant ça, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Antoine Meyer, je suis consultant Cloud Builder chez WeScale depuis un peu plus de 2 ans et je suis passionné par tout ce qui est open source, Linux, l'automatisation et la sécurité informatique. Et vous pouvez retrouver un petit bout de cette passion sur mon blog en scannant le petit QR code. Quelques mots sur WeScale, on existe depuis 2015, on est aujourd'hui un peu plus de 70, on a 2 agences physiques, une à Paris, une à Nantes, et on a aussi une agence full remote un peu dans toute la France, on accompagne nos clients dans leur transformation numérique et technologique. Donc Exegol, qu'est-ce que c'est? C'est une planète dans Star Wars, mais c'est aussi un un outil qui va vous aider dans vos audits de sécurité, dans vos tests d'intrusion. Et en gros, il faut voir ça comme un gros conteneur Docker qui va regrouper pas mal d'outils de pentest. Le projet, il est à l'initiative de Charlie Brunberg et ensuite il a été rejoint par Mathieu Calmar. Tous les deux, ils sont Red Teamer, pentester chez Capgemini. D'ailleurs, le projet Exegol est en partie soutenu par Capgemini, mais aussi Hack the Box, qui est une plateforme de CTF, donc Capture the Flag. Et récemment, ils ont aussi lancé une Hack the Box Academy, qui vous permet de vous former à la sécurité offensive. Ils font aussi des certifications, etc. Et il y a aussi JetBrains qui soutient le projet Exegol. Il est open source et communautaire, donc si jamais vous avez envie de contribuer à améliorer l'outil, c'est fait pour et ça sera avec plaisir. Donc comment ça s'installe? Petit aparté, on va pas faire l'installation en live parce qu'elle est un peu longue et ça dépend vraiment de la connexion. Mais c'est très simple. Il y a 2 installations. La première, il y a 2 étapes d'installation, pardon. La première, ça va être d'installer le wrapper. On reviendra un petit peu plus en détail juste après sur la notion de wrapper. Et la deuxième, ça va être d'installer au moins une image Exegol. Donc c'est cette étape qui est un peu longue. Mais voilà, en gros, ça se résume à ces 2 étapes. La documentation est très bien faite et voilà, il n'y a aucun point de douleur au sujet de l'installation. Juste petit point d'attention sur l'espace disque de votre machine lorsque vous allez installer Exegol, parce que comme on peut voir sur l'image, les images Docker sont assez volumineuses, notamment la full qui dépasse les 50 Go. Et c'est des images, là elles sont encore compressées. Donc franchement, il faut vraiment faire attention à votre espace disque sur votre laptop. Une fois qu'on l'a installé, comment ça fonctionne? Le Exegol, il prend en charge plusieurs types de systèmes d'exploitation, donc que ça soit Linux, macOS, Windows, et plusieurs types d'architectures, AMD64, ARM64, et ça marche aussi sur les Mac M1 et M2. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont prises en charge par le wrapper. Ça sera beaucoup plus clair sur la slide d'après, mais en gros, le wrapper, il va nous permettre de réaliser toutes les actions Docker et Git pour nous, donc gestion des images, gestion des conteneurs, le montage des volumes, la gestion du network avec que ce soit le réseau Wi-Fi ou potentiellement monter divers VPN, et la gestion des devices USB. Donc ça fait beaucoup de fonctionnalités. Vous imaginez bien que la stack Docker derrière ça, elle est pas mal costaud, et justement elle est rendue très simple via l'utilisation d'Exegol. Donc là on a une vue qui est un peu plus graphique. On voit bien que le point d'entrée c'est le wrapper Python, donc Exegol, qui permet de procéder à l'installation des images, de démarrer des conteneurs, d'avoir toutes sortes d'informations sur les versions. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir avoir des environnements de pentest temporaires. Et pour moi, ça, c'est le gros avantage d'Exegol, c'est qu'on va avoir un cas d'usage, un conteneur. Donc derrière le mot cas d'usage, j'entends soit un test, soit un nouveau projet, soit un nouveau client quand on fait un pentest. Et d'ailleurs, on le voit très bien sur l'image. Encore une fois, le schéma est tiré directement de la documentation officielle. Imaginons, on est le week-end, on démarre son conteneur Hack the Box et on veut se faire un challenge web. Bah nickel. On s'appuie sur l'image Exegol Web où on va déjà avoir tous les outils, toute la configuration qui va être embarquée pour faire notre challenge.
le lundi matin, on arrive, on a un nouveau client qui veut qu'on teste son Active Directory, et ben dans ce cas, on va lancer un nouveau conteneur Exegol, on s'appuie sur l'image AD pour avoir tous les AD, et après on peut répliquer ces cas d'usage à chaque fois qu'on a un nouveau besoin. On peut même pousser le bouchon un petit peu plus loin en parlant du PET vs Castle si on compare les VM Kali au conteneur Exegol, où on va être peut-être un peu plus précautionneux sur la configuration et sur ce qu'on installe sur sa VM Kali parce qu'on n'a pas envie de la casser puisqu'on a des pentests en cours. Au contrario d'un conteneur Exegol, si c'est cassé, bah, clairement on s'en fout, on le supprime, on le recrée et on peut recommencer à travailler quasiment instantanément. Donc maintenant qu'on a posé le contexte, moi je vous propose de faire une petite démo. Pour la petite histoire, on va se mettre dans la peau d'un pentester et on a un client qui est venu nous voir. Il a lancé son site web et il veut qu'on regarde s'il y a des vulnérabilités et potentiellement qu'on lui remonte. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et la première étape, ça va être de créer notre conteneur. Donc déjà, on peut regarder ce qu'on a avec un Exegol info. Et donc là, on voit que sur mon poste, j'ai uniquement l'image web, je suis à jour, bah, c'est très bien. Du coup, on va se créer un petit conteneur avec Exegol start. Et là, on va voir quelques questions. Quelle image on veut utiliser? On audite un site web, donc l'image web, ça m'a l'air pas mal. On lui donne un petit nom, nous on va l'appeler démo Brestcamp. Hop. Donc là, on a un petit résumé du conteneur qui va être créé avec son nom, sur l'image sur laquelle on s'appuie, les créés dans le shell root, mais clairement, on va pas trop en avoir besoin. Le Remote Desktop, c'est une fonctionnalité qu'ils ont rajoutée il y a pas si longtemps que ça, et en fait, ça va permettre d'avoir tout l'environnement de bureau qui va être déporté dans un navigateur. Il s'appuie sur VNC de mémoire, mais nous, on va juste se contenter du X11 pour avoir quand même l'interface graphique des applications à dispo. Et ensuite, c'est des infos plus ou moins standards quand on crée un conteneur. Donc pour moi, la configuration, elle est OK. Donc on continue. Et là, on va voir que notre prompt, il va changer, ce qui signifie qu'on est bien dans le conteneur Exegol qu'on vient de créer. Durant le bootstrap, il nous a aussi fait un workspace. Donc chaque conteneur Exegol va avoir son propre workspace qui est tout simplement un volume qui est monté entre notre machine et le conteneur, et ça permet d'avoir de la persistance sur les fichiers qu'on va potentiellement vouloir garder. Avant de mettre notre capuche de hacker, je vous propose de faire un petit tour du propriétaire. Il y a deux choses que j'aimerais bien vous montrer. C'est que les images, Exegol, viennent avec toute une ribambelle d'alias préconfigurés. Donc après, bon, on est libre de les utiliser ou pas, mais en tout cas, ils sont là et c'est plutôt cool parce que c'est un peu les alias standards. Donc si on a des habitudes, ça permet de pas être trop perdu. Et la deuxième killer feature pour moi, c'est l'historique qui est pré-rempli. Donc là, dans le cas de l'image web, il y a 241 commandes qui sont déjà renseignées avec les bons paramètres, les bons outils. Et si on fait un peu plus attention, on voit qu'on a aussi des variables d'environnement dans ces commandes. Et ça, c'est trop bien, je trouve, parce que quand on arrive au début, on a juste à set les variables d'environnement et après on fait du contrôleur. Et on n'a même pas besoin de changer la commande, elle va directement s'adapter avec les valeurs des variables d'environnement et ça permet d'être vraiment très très efficace. D'ailleurs, on va faire ça pour l'attaqueur IP, parce que vous allez voir, on va en avoir besoin par la suite. Donc je vais juste me mettre sur le même réseau. Je suis en 72.25. Hop. On va exporter ça. Je vais juste mettre en underscore. Hop, impeccable. Donc là, on est prêt à hacker notre premier client. Et vu que c'est du web, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va lancer un navigateur. Donc là, vous voyez, il va directement rechercher dans l'history. Il y a déjà la commande de Firefox qui est configurée pour le lancer en background, générer l'interface graphique. Donc là, j'ai une fenêtre Firefox qui s'ouvre. On voit bien dans le header ici qu'on est bien sur notre conteneur Exegol Demo Brestcamp.
Et là, vous voyez qu'il y a directement un onglet Web Analyzer qui s'ouvre. Pourquoi? Parce que Firefox, avec l'image Exegol, il vient déjà avec des extensions préconfigurées pour faciliter le pentest web, encore une fois. Donc nous, alors je vais juste grossir comme ça sera fait. Hop, ça sera plus easy pour vous. Et je vais en profiter pour configurer Foxy Proxy pour utiliser Burp Suite dans la suite du pentest. Pour ceux qui sont pas à l'aise avec Burp Suite, faut voir ça comme un proxy un peu sous stéroïde. Ça va permettre d'intercepter les requêtes web, de les modifier, de les renvoyer. Et on peut faire pas mal de choses avec. Ça peut faire l'objet d'un talk à part entière. Du coup, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais il faut vraiment voir ça comme un proxy plus plus. Donc moi, je sais qu'il écoute en 127.0.0.1 sur le port 8080. On sauvegarde. Hop, impeccable. Du coup, là, j'en ai plus besoin. Web Analyzer est installé, c'est cool. Et du coup, on peut aussi lancer Burp Suite. Donc là, on peut également relancer un Exegol Start, par exemple, et se rattacher à un conteneur pour avoir plusieurs terminaux. Et là, du coup, je peux lancer Burp Suite. Encore une fois, l'interface graphique qui sort directement du conteneur. Ça va mettre un petit peu de temps. Burp Suite, c'est en Java. Mais ça va le faire. Hop, on démarre. Je vais tout de suite agrandir, sinon ça va être illisible pour vous. User interface. On va mettre ça sera peut-être mieux. Et on va grossir. Oula. Je crois que je me fais un peu troll là. Bon, vous me direz si c'est trop petit ou pas. On verra par la suite. Donc on va juste aller dans l'onglet proxy. On retourne sur notre Firefox et là du coup on va enfin aller voir le site web de notre client. Est-ce que c'est assez gros? Nickel. Donc le site de notre client c'est une école de Jedi. Ok, donc apparemment on peut pas faire grand chose à part rejoindre l'académie. Donc c'est maintenant qu'on va utiliser notre profil Burp Suite pour intercepter toutes les requêtes qu'on va faire. Donc pour l'instant il va juste les mettre dans l'historique. On va pas être bloqué. Donc là on rejoint le Jedi. La Jedi Academy, il nous propose de nous faire un compte. Du coup, on va voir un petit peu, on va explorer le site web. Donc là, on va s'appeler Anakin, par exemple. On rejoint la force et on va se log pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière ça. Ah. Ah, ok. Comme ça? Ok. Nickel. Donc là, on est connecté et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les Padawans ils peuvent voir juste leurs informations de compte, mais que les Jedi ils peuvent avoir un panel d'administration. Ok. Si on retourne dans Burp Suite, qu'on va dans l'historique, on voit toutes les requêtes qu'on a pu faire. Et il y en a une qui est intéressante, c'est qu'on a tapé l'API register avec un payload où on a notre username, notre password, et par défaut, on a un account qui est Padawan. Bah là, du coup, moi, ce que je me dis, c'est est-ce qu'on peut pas, au moment où on se crée un compte, on intercepte la requête, on change l'account en Jedi, on renvoie au serveur, et est-ce qu'on n'aurait pas accès au panel d'administration? Et bah du coup, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est de tester. Du coup, on va juste se log out. Hop. Là, on va activer l'interception. Donc là, toutes les requêtes vont passer par notre machine avant de rejoindre le serveur. Et vu qu'on est passé du côté obscur de la force, je pense qu'on va se faire un compte Vador. Hop. Et là, j'ai pas la réponse tout de suite parce que c'est Burp Suite qui l'a intercepté. Voilà. Et ici, du coup, avant de renvoyer ça au serveur, on va changer ça en Jedi. Et on renvoie. Et là, normalement, on voit bien que on s'est bien créé un compte. Donc là, on peut arrêter d'écouter sur notre proxy, on va plus en avoir besoin.
et on va se connecter avec le compte Vador. Et là, on voit qu'on a bien accès au panel d'administration, donc c'est cool. Maintenant, on voit qu'on peut upload un fichier et qu'on peut exécuter le fichier. Moi, quand je vois ça, je pense directement à faire un Reverse Shell. Pour ceux qui sont pas à l'aise avec le terme Reverse Shell, faut voir ça comme généralement quand on se connecte en SSH, c'est le client qui va se connecter au serveur. Et ben Reverse Shell, c'est l'inverse, c'est le serveur qui va se connecter au client. Sauf que, déjà, je sais pas en quoi est fait le site, du coup, Web Analyzer va nous servir. Ici, on voit, on est en Node.js. Bon, d'accord, moi, je suis pas développeur, je sais pas faire de Node.js, encore moins Reverse Shell en Node.js. Mais je connais un outil qui s'appelle Shellrator et qui permet justement de nous générer du code dans le langage voulu. Du coup, est-ce que Exegol, il a Shellrator? Et oui, la commande est bien dans l'history, on a de la chance. On n'a même pas besoin de renseigner notre IP parce qu'on l'a exporté en variable d'environnement. La seule chose que j'ai besoin de faire, ça va être de changer le type avec le langage que je souhaite. Donc là, il nous propose trois bouts de code différents. Nous, on va prendre le troisième, il est très bien. Et on va se mettre ça dans un fichier qu'on va appeler shell.js. Hop. Donc là, on est bon. Si vous vous souvenez, je vous ai dit qu'avec le Reverse Shell, il faut que le client il attende la connexion du serveur. Donc pour ça, on va utiliser Netcat et on va se mettre en écoute. Et le port, c'était le port qui était dans la commande qu'on voit ici, 1337. Donc on fait ça. Comme ça, on attend la connexion. On retourne sur notre site. On va aller chercher notre Reverse Shell et on upload. Bon là je ne sais pas trop pourquoi ça fait ça, mais quand on actualise, on voit bien qu'on a notre upload de shell.js. Là je vous passe un petit peu l'étape de fusing, mais en gros avec les bonnes wordlists, on s'aperçoit que juste en mettant upload shell.js, on trouve pas le fichier parce que le répertoire upload est lui-même dans le répertoire public. Là on n'a pas trop le temps de faire cette recherche, du coup on va dire que on l'a trouvé comme des grands. Upload shell.js, hop, et on exécute. Là, il dit que le script s'est bien exécuté, et si on retourne dans notre terminal, on voit qu'on a bien eu une connexion. Si on fait ID, on est bien route, et on a bien accès au serveur. Donc maintenant, on a juste à aller voir notre client, on fait un petit rapport, mais ça sera peut-être pour notre talk. Nous, on va retourner à notre présentation, et on va passer à la conclusion. Donc pour moi, Exegol, c'est un superbe outil. J'ai adoré le fait d'avoir des mises à jour des outils qui sont constamment à jour via les images Docker, parce que comme on l'a vu dans le wrapper, quand il y a une nouvelle version d'une image qu'on utilise, le wrapper il nous dit est-ce que tu veux pas mettre à jour? Et cette mise à jour, elle va contenir soit des nouveaux outils, les nouvelles versions des outils, ou potentiellement des nouvelles configurations. Parce que moi, clairement, avec ma VM Kali, je faisais jamais d'upgrade, j'y pensais pas. Et la seule fois où je mettais à jour, c'est quand je la cassais et que je restais chargé depuis le dernier ISO dispo, quoi. Le deuxième avantage, c'est qu'on peut s'adapter très rapidement et très facilement à différents contextes parce qu'on a différentes images et ça se repose sur des conteneurs, donc ça se lance super facilement et super rapidement, pardon. Et plus globalement, je trouve que c'est une nouvelle manière de mener des audits de sécurité à base de conteneurs, donc une manière plus moderne et avec tous les avantages que les conteneurs apportent, que ce soit l'isolation, la rapidité et la flexibilité. Et pour la petite anecdote, moi, depuis que j'ai découvert l'outil, donc en début 2024, j'ai jamais rallumé ma VM Kali. Donc moi, de mon côté, le challenge du début du talk, il a été rempli et j'espère que ça sera votre cas après cette présentation. Et ben, merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Et je ne sais pas si on a le temps pour des petites questions. Et ben, je vous écoute. Avec les super présentation, merci. Avec les conteneurs, c'est pas trop galère, c'est quand on a du pentest physique à faire pour connecter les ports série, de Wi-Fi, de stack réseau et tout ça.
Justement, c'est pour ça qu'ils ont bien bossé dessus. Et il y a vraiment une gestion des devices USB qui est fait pour. Après, de là à aller jusqu'au port série, je sais pas, j'ai pas creusé. Mais si on veut plug des antennes Wi-Fi un peu plus puissantes, par exemple, je sais que tous ces devices vont être reconnus dans le conteneur. Ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup.